Et aujourd'hui, où finalement, je me repose avec une gestion passive et en choisissant, par contre, des ETF sur la base de convictions très fortes, en fait, j'ai une performance qui est bien meilleure. Il y a une partie que j'avais mis en apport session, donc pour le coup, dès lors qu'on fait un peu d'apport session, il y a du réemploi, donc ça met une pression entre guillemets de réinvestissement. Et si dans les startups, il n'y a rien de plus dur, objectivement. Ouais, il y a pas beaucoup de business angels qui osent l'avouer, mais donc je pense qu'on est globalement des mauvais investisseurs. Le TRI, je pense qu'il n'est pas très élevé chez pas grand monde, en fait, en réalité. Avant de commencer l'épisode, je voudrais vous parler de Sapiens.com. Sapiens, c'est un family office nouvelle génération qui permet à ses investisseurs d'avoir accès à des solutions d'investissement exclusives, mais aussi à une méthode patrimoniale. L'intérêt de la méthode patrimoniale, c'est qu'elle permet de faire le point sur votre situation et sur vos projets pour mieux structurer la manière dont vous allez allouer votre argent. C'est une étape indispensable pour passer à l'action. Exactement comme notre invité de ce jour, qui s'apprête à nous raconter comment il met son argent au service de ses ambitions. Bonne écoute. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai la joie d'accueillir Geoffroy de Bec de Lièvre. Geoffroy, ton parcours est une véritable aventure entrepreneuriale. Après un début de carrière dans l'audit et un aller simple pour Shanghai, tu crées en 2007 Planète VO, qui est devenu Marco Vasco, un voyagiste digital pionnier du sur-mesure. En 10 ans, tu passes de l'idée esquissée dans un karaoké à Shanghai à un groupe de près de 70 millions d'euros de chiffre d'affaires et plus de 250 collaborateurs que tu cèdes en 2018 au groupe Figaro. Depuis, tu poursuis ton chemin comme investisseur et en replongeant dans l'arène entrepreneuriale. Des voyages à la data, du tourisme à l'intelligence artificielle, ta capacité à te réinventer te donne de multiples visages, si bien que je ne sais plus lequel il faut retenir. Alors, je vais te laisser te présenter. Bonjour, ravi d'être ici invité à vos côtés. Donc effectivement, entrepreneur depuis pas mal d'années maintenant. En fait, j'ai monté ma première boîte quand j'avais 27 ans, donc ça fait 25 ans donc, que j'entreprends dans différents domaines avec des expériences effectivement très variées. Certaines ont été des succès, d'autres des échecs. Enfin voilà, la vie d'un entrepreneur. Et tu démarrais ta carrière dans l'audit chez KPMG et tu as choisi de partir pour Shanghai. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce saut-là ? Ouais, alors l'audit c'était vraiment mon premier job. Je l'ai fait. Je savais absolument pas ce que je voulais faire comme métier, mais mon père m'avait fait rencontrer un de ses copains qui était commissaire aux comptes et qui prenait 4 mois de vacances par an. Et donc je trouvais ça hyper sympa, donc c'est vraiment ce qui m'a motivé à faire de l'audit. J'ai trouvé que le métier était, avec du recul, à la fois sur le moment je trouvais ça extrêmement ennuyeux, et à la fois je me dis que c'était quand même une super formation, parce que ça apprend à compter, et quand on est entrepreneur c'est quand même sympa d'avoir quelques bases de gestion. Et donc j'ai trouvé que c'était, avec du recul, très enrichissant. Pour autant, je n'avais pas envie de passer ma vie à auditer des comptes. Et voilà, j'avais monté une première société avec 2 copains, qui était ma première aventure entrepreneuriale, qui était un site dans la relation client. C'était un peu au moment de la folie Internet. Et on l'avait revendu quelques années après, sans gagner grand-chose, mais surtout sans perdre grand-chose, ce qui était déjà pas mal à l'époque. Et voilà. Et pour répondre à ta question, pourquoi Shanghai ? Moi, j'ai toujours eu, on a tous plein de rêves dans la vie, mais moi, j'en avais un qui était celui de vivre à l'autre bout du monde et voilà, de découvrir une nouvelle culture, un nouveau pays. Et c'était pas tant le choix de la Chine que celui de vivre un beau voyage. Et entreprendre comme ça directement à l'étranger, c'est quand même assez compliqué parce que tu as toutes les questions, même juridiques, enfin, la création de la société. C'était quand même un challenge supplémentaire et tu étais prêt à le relever comme ça. Ouais, non, mais c'est plus qu'un challenge, je pense qu'on peut même le dire, c'est une grosse connerie et une grosse erreur parce qu'en fait, alors peut-être en B2B, si on s'adresse à un marché de boîtes étrangères, c'était plus facile. Mais en fait, je pense que c'est toujours sympa quand on fait des changements, mais il ne faut jamais avoir trop de variables à la fois. C'est quand on te chope de métier et en plus de secteur, c'est compliqué. Là, c'était changement de métier, de pays et voilà, et dans un secteur d'activité que je ne connaissais pas, qui était celui du travel. Donc objectivement, c'était super challenging. Voilà, et l'idée, c'était né pour le coup d'une opportunité assez fabuleuse qui était l'ouverture du tourisme pour les Chinois. Parce qu'en fait, avant, ils n'avaient pas le droit de voyager à titre individuel. Et c'est comme ça qu'était née l'aventure de ce qui était au début Planète VO avant de devenir Marco Vasco.
Et voilà, c'était une opportunité assez fabuleuse et qu'on était content d'adresser. Ok, d'accord. Donc ça explique quand même, il y avait quand même un sens au fait d'être à Shanghai pour lancer ce projet spécifiquement. En amont de ça, c'est moi qui ai pas mal motivé ma femme à partir là-bas également. Et voilà, c'était grâce à elle qu'on était parti et son boulot. Et est-ce que c'est vrai que c'est né au karaoké alors, cette idée? Une partie, ouais, le pivot est né dans un karaoké, ça c'est vrai. L'idée de base, là, le premier truc, c'était une petite brève que j'ai lue dans le China Daily où ils expliquaient que les Chinois ont le droit de voyager dans le monde. Et on a fait un gros pivot parce que ça a pas marché comme on voulait au bout de 3 ans. Et là, c'est né effectivement dans une soirée dans un karaoké avec mon associé. Où, voilà, on a fait cet énorme pivot. Ouais. Ok, donc en fait, tu lances le projet Planète VO à destination des Chinois. Ouais, alors c'était un autre nom, c'était pas Planète Vélo à l'époque, ça s'appelait Prestige Voyage. C'était une brochure en mandarin et en anglais qui était distribuée dans les endroits où vivaient les Chinois assez fortunés dans les golfs et dans différents endroits. Et c'était des voyages pour voyager à l'étranger? Ouais, pour découvrir notamment l'art de vivre à l'européenne et à la française. D'accord, ok, je comprends mieux. Et Marco Vasco, en revanche, vous vous concentriez pas seulement sur la Chine. Alors, plus du tout. Ouais, non, non, mais en fait, en gros, nous, on a fait voyager des Chinois pendant quelques années. Le problème, c'est que moi, je m'adressais à des Chinois fortunés et on s'est rendu compte qu'en fait, ce qui était compliqué, c'est qu'on avait du mal à les adresser et que ceux qu'on faisait voyager étaient très souvent invités par des boîtes étrangères. Quand on est en Chine, on doit faire ce qu'on appelle le guanxi, c'est créer des relations avec des Chinois. Et donc, on avait le patron des douanes qui était invité par telle marque de luxe, le patron de la censure par telle autre, etc. Et c'était pas complètement l'idée de départ, en fait. Donc, il a fallu qu'on fasse un peu un pivot et qu'on réoriente le business. D'accord. Et donc, quand tu parles de pivot, qu'est-ce que c'est devenu suite à ce pivot, Marco Vasco? Ah non mais ouais, alors nous on faisait donc on faisait voyager pas mal de Chinois fortunés invités par des boîtes étrangères, hein. Ça devait s'appeler plus corruption travel qu'autre chose objectivement. Et au bout de 3 ans, c'était en tout cas le chemin qu'on était en train d'en prendre. Et quand on a fait un pivot, pour le coup, on a décidé d'adresser un marché qui était beaucoup plus simple, qui était celui des Français, pour le coup, pour leur faire découvrir le monde. Mais avec une innovation qui en fait qui était très forte, c'est qu'à l'époque, personne ne proposait des voyages sur mesure en prenant le canal de distribution qui était Internet. Donc, on avait un concurrent qui s'appelle Voyageurs du Monde, qui est une très belle boîte cotée en bourse, hein. C'est une boîte qui vaut un peu plus d'un demi-milliard, mais qui avait des agences de quartier. Et il fallait aller rue Sainte-Anne et aller dans le magasin, dans l'agence pour aller organiser son voyage. Oui, alors que vous aviez aucune agence physique, juste un site internet. Ouais, on avait un site, puis un deuxième, un troisième. Après, on les a rassemblés et puis on avait des conseillers. Donc, les clients faisaient leurs demandes sur leur site. Et après, il y avait une vente qui avait lieu au téléphone. D'accord, donc toi, tu étais vraiment, ton modèle d'acquisition, c'était le digital, plus conseil humain. Full digital. Full digital. Ouais, on a un modèle, j'aime bien. Les Américains l'avaient surnommé, je pense que c'est le même modèle économique chez Sapiens d'ailleurs. Le ROPO, c'est le Research Online Purchase Offline. C'est-à-dire qu'en fait, on utilisait le digital pour faire toute l'acquisition et toute la vente se faisait au téléphone de manière très classique. Et là, on avait des conseillers qui étaient hyper pointus pour le coup. Et on avait des conseillers qui étaient des experts par destination et par voyage. Donc, une fois que le client avait tapé sur Internet le mot-clé, je sais pas, voyage Brésil ou voyage Vietnam, il arrivait sur un site dédié qui était très rassurant avec des beaux voyages sur ces destinations. Il remplissait un formulaire de devis et après, il était mis en contact avec un spécialiste du Brésil ou du Vietnam. D'accord, et l'acquisition, du coup, on se parle de quelle année? 2007? Ah, c'était ouais, le pivot, on l'a fait en 2008, ouais. 2008, ok. Et l'acquisition digitale, c'est hyper différent de ce qu'on fait maintenant? Ouais, très différent, très différent. En fait, c'était magique en 2008. C'était l'algorithme de Google. Quand on était bien référencé, on était en haut de page, il n'y avait pas de lien payant, il y avait une petite bannière sur la droite avec 3 pubs. Et en fait, quand on savait bien travailler son référencement naturel, hein, qu'on appelle le SEO dans le jargon, en fait, on avait une visibilité absolument incroyable. Et nous, quand on a fait ce pivot, on a pris, je pense, qui était vraiment, je pense, que dans l'aventure de Marco Basco, il y avait 2, 3 bonnes décisions vraiment structurantes qui étaient stratégiques, qui ont fait la clé du développement de Marco Basco. Et il y en avait une, c'était dès le début d'investir très fortement à l'époque dans le SEO. Je ne le referai absolument pas en 2025, ce serait un non-sens, les choses ont changé. Mais à l'époque, c'était vraiment une très bonne décision. Et donc, on avait toute une équipe dédiée. Même quand j'ai vendu la société, il y avait 20 personnes qui travaillaient que sur ce canal d'acquisition, que à produire du contenu hyper référencé.
et enfin pour optimiser le référencement des sites. Et donc sur une cinquantaine de destinations, à chaque fois qu'on tapait le mot-clé le plus stratégique, par exemple voyage Japon, eh bien on était 48 fois numéro un dans les recherches Google sur les. Donc c'était énorme. Donc on avait un trafic qui était monstrueux, on générait plein de leads et avec des coûts d'acquisition du lead qui étaient très faibles. Ouais. Et à l'époque, c'était quand même. Enfin, moi, j'ai commencé à travailler un petit peu après, mais c'était encore c'est les débuts du SEO. Il y avait peu de personnes en fait qui maîtrisaient les codes du SEO. La plupart des responsables marketing en fait étaient arrivés dans le métier avant et connaissaient pas forcément. Comment est-ce que tu as réussi à mettre en place cette culture? Est-ce que tu arrives à recruter des gens qui connaissent suffisamment bien? Et j'ai recruté une personne qui était vraiment clé, qui est topissime, qui s'appelle Mathieu Bouchara, à l'époque était juste qui était un recrutement, mais après que j'ai nommé et fait grandir dans la société, qui était vraiment que j'ai toujours considéré comme mon cofondateur, et qui était quelqu'un qui avait une parfaite maîtrise de tous les canaux d'acquisition digitaux. Donc voilà, donc dès le début, on a pris la décision d'investir dans le SEO parce qu'on aurait pu ne pas y aller. Il y en a plein qui y croyaient pas. Et c'était ouais, c'était une très bonne décision. Ouais. Ça me donne envie de te poser une question, on reviendra plus longuement dessus tout à l'heure, mais est-ce qu'il n'y a pas un parallèle à faire entre ce qu'on connaissait à cette époque de nouvelles pratiques de recherche et nouvel endroit où se trouver avec le SEO et aujourd'hui se référencer sur ChatGPT par exemple? Ah ouais, bien sûr. Non, non, mais bien sûr, c'est un nouveau canal et aujourd'hui, on passe de plus en plus de temps directement sur ChatGPT ou Claude. Et ça, c'est une certitude. Il y a il y a quand même un élément assez fondamental, c'est que néanmoins, les résultats de la recherche qui va être faite sur ChatGPT va venir du web. Donc, il va aller scraper toutes les pages web qui elles-mêmes sont hébergées sur Google. Donc, en fait, ouais, tu as raison, évidemment, on va de plus en plus aller directement utiliser l'IA, mais l'IA a besoin de se nourrir sur des données et c'est les mêmes données quelque part qu'on retrouve dans Google. Donc, c'est surtout un gros gain de temps et puis le fait d'avoir un assistant intelligent, c'est merveilleux. Mais Oui, donc c'est comment dire, c'est une évolution moins fondamentale sur ce plan-là, en termes de pratique, parce que tu passes pas de, faut être, avoir pignon sur rue, pour trouver des clients à, faut être bien placé sur Google. Ça, c'est quand même une différence d'investissement stratégique qui est monstrueuse. Là où en fait, aujourd'hui, avec ChatGPT, si tu avais déjà une bonne stratégie SEO, tu pars avec un coup d'avance. OK. ouais, il y a une petite partie qui permet d'optimiser le référencement SEO en vue de l'IA, mais globalement, si tu as déjà un très bon référencement SEO, tu ressortiras dans les moteurs. Et inversement, si tu n'existes pas du tout, tu n'as aucune chance d'en sortir. Tu peux pas ressortir directement sur ChatGPT. Parce que de toute façon, ChatGPT, il faut des données en input. Il y a l'algorithme au milieu et des données en output. Et les données en input, c'est toute la visibilité que tu as à travers tes sites web, à travers les échanges de liens. C'est la force du SEO, hein, c'était trois leviers, hein, c'était la structure technique, le contenu et ce qu'on appelle le netlinking. Donc, c'est des échanges de visibilité d'un site avec un autre. Qui était, un bonheur à l'époque, hein, parce qu'il y avait pas encore cette logique de do follow, no follow. Tous les Ah sites ouais, médias faisaient du do ouais, ouais, follow, c'était ouais, génial. c'est simple, c'était beaucoup plus simple. Ouais, ouais. Donc c'est pas la même révolution. Je pense qu'aujourd'hui, la vraie révolution de l'IA, je sais pas si elle est tant sur l'acquisition que sur tout ce qu'on peut faire en intégrant l'IA Ouais, avec de ouais, ouais, l'automatisation, carrément. etc. Il y a, en faisant mes recherches, j'ai vu que tu disais souvent il vaut mieux garder ses clients que courir après la croissance à tout prix. Alors moi, je trouve que c'est une super idée, mais c'est quoi ta secret sauce pour le faire, du coup, ça? Ça, c'était une remarque de quelqu'un qui était à mon board, que j'avais été voir à l'époque de Marco Vasco, qui s'appelle Olivier Duhat, qui avait fondé Webhelp. Qui est venu Et sur le qui, podcast d'ailleurs, Olivier. ouais, et voilà, qui est un entrepreneur fabuleux. Et qui m'avait dit, Geoffroy, ton business, il est génial, parce qu'on avait une très forte croissance. Hein. Marco Vasco, une fois qu'on avait trouvé la sauce secrète, on avait fait 3 millions la première année, 12 la deuxième, 20 millions la troisième, 40 la quatrième. C'est Donc c'était une énorme. Mais derrière, il fallait dérouler en plus, parce que les Ouais, voyages, fallait dérouler, ouais. C'était quand même assez. Non, mais alors, et puis il y a la croissance. Mais ça, aujourd'hui, il y a plein de licornes qui en font, hein. Mais ils font de la croissance à coût de dizaines de millions d'euros dépensés en AdWords. Mais nous, on avait réussi à concilier deux ingrédients qui sont très, très durs à concilier, qui est la croissance et la rentabilité. C'est-à-dire que la quatrième année, quand on faisait 40 millions de chiffres, on faisait également 4 millions d'EBITDA. Donc, c'était assez magique, en fait. D'arriver à concilier la surcroissance avec, en plus, une très bonne rentabilité. On avait réussi un exercice qui était, avec du recul, assez étonnant, en fait, et vraiment pas simple, hein.
Mais il y avait plein de choses. Je pense que le momentum était parfait. On a eu de la chance. Le SEO était peu exploité. Nos concurrents n'y croyaient pas. Ceux qui étaient présents là-dessus étaient des boîtes comme GoVoyage, etc. Mais on n'avait pas de concurrent direct. Enfin, voilà. Avec du recul, on a pris des bonnes décisions et on a été énormément aidé par le momentum et le moment où on a pris ces décisions aussi. Ce que je trouve difficile, c'est que quand tu as une stratégie, même une dynamique d'hypercroissance, et que derrière, tu as quand même un métier qui nécessite d'avoir des gens qui sont là, présents à l'écoute avec les clients, tu as quand même assez rapidement un risque d'être à court de ressources et du coup de moins bien traiter tes clients. Donc dans ce contexte d'hypercroissance, comment est-ce que tu as réussi à accompagner en fait et à garder tes clients satisfaits? Ouais, ouais, très bonne remarque et ça rejoint à celle où tu dis, où j'en parlais avec Olivier Duha. Euh, Effectivement, on a recruté 200, enfin, au bout de 3-4 ans, on était 200, ce qui n'est pas simple néanmoins. Donc, je me souviens, à un certain mois, on onboardait 10 personnes, etc. Toujours à Shanghai, du coup? Non, non, tout était à Paris pour le coup. On était 300 à Paris. Toi, tu étais revenu vivre à Paris? Ouais, ouais, Ah je suis oui. revenu oui, à Paris. À Shanghai, on avait que l'équipe SEO, en fait. Il y avait mon associé Mathieu, mais que l'équipe SEO. Donc, il y avait 15-20 personnes, mais c'était beaucoup plus petit pour le coup. Et en fait, on avait mis en place, enfin, il y a eu plusieurs choses. Mais la remarque, effectivement, c'est donc on avait une école de vente pour former nos vendeurs, déjà, s'assurer qu'ils faisaient vraiment la qualité. Il y avait la remarque d'Olivier qui me disait, c'est sympa, mais la baignoire, elle se vide aussi vite qu'elle se remplit, parce qu'on faisait de l'hypercroissance, mais on ne gardait pas nos clients. Non pas parce qu'en fait, ils n'étaient pas satisfaits, mais parce qu'en plus, on savait pas bien les relancer, on savait pas bien les suivre. En fait, je pense que la fidélité, c'est 50% de la qualité et 50% des actions de fidélité. Et même si on délivre de la super qualité, si on ne sait pas se rappeler au client au bon moment avec le bon canal et le bon message, en fait, il vous aura oublié parce qu'il va faire un beau voyage par an ou tous les 2 ans. Donc, c'est pas suffisant de faire de la bonne qualité. Et donc, nous, très souvent, d'ailleurs, on avait les mêmes clients, mais on refaisait de l'acquisition 2 ans après. C'est dommage. C'est-à-dire qu'on repassait par du payant pour refaire voyager nos clients, quand bien même ils n'avaient pas voyagé avec un autre opérateur entre les deux. Et voilà. Et en fait, on a failli fusionner avec une boîte qui s'appelait Audley Travel en 2013, qui était une boîte qui faisait 15% des d'EBITDA, ce qui est assez rare dans le tourisme. Et ils avaient un ratio magique. Finalement, je n'avais pas signé avec eux. À la place, j'avais vendu une partie de la société à des fonds d'investissement. Et ils avaient un ratio magique qui s'appelait le R&R, qui était absolument incroyable. Et ils faisaient 75% de R&R. Et ils nous disaient, mais toute la secret sauce de Audley Travel, c'est le R&R. Je disais, mais c'est quoi le R&R? Ils disaient, c'est le repeat et recommended. Et c'est-à-dire que c'était un acteur qui démarrait le 1er janvier de l'année avec 75% du chiffre d'affaires qui venait des clients existants et des référents des clients existants. Et c'était absolument magique, quoi. Et donc, moi, ouais, il y avait 3i qui étaient actionnaires d'Audley, Equistone qui voulait nous maquer avec eux. Et voilà, moi, j'avais refusé de faire le deal finalement pour garder un peu plus mon indépendance. Mais on avait énormément appris néanmoins de ce quasi-rapprochement. Et après, on avait appliqué un peu leur stratégie pour atteindre 75% de RNA. Et 75% de RNA, ça vient de quoi? Ça vient d'un taux de satisfaction client qui était ultra, ultra, ultra élevé. Ouais, et la Euh, capacité à les réactiver aussi, du coup. ouais, et une capacité à réactiver, exactement. Et donc là, on a travaillé, c'est marrant parce qu'en fait, une des décisions qu'on avait prises, qui était une bonne décision, on avait modifié tout le plan de prime et on avait indexé le plan de prime sur le NPS. Et le NPS, donc le Net Promoting Score, donc en gros le taux de satisfaction des clients. Et avant, il était uniquement basé sur la marge brute. Sur le chiffre d'affaires, je m'en foutais, ça m'intéressait pas, mais la marge était intéressant. Et après, c'était la marge corrélée au niveau de satisfaction des clients. Et ça, c'était assez vertueux pour le coup, parce qu'on avait des vendeurs qui étaient là pour vendre, mais également pour faire de la Ok. qualité. Oui, donc c'était vraiment tes équipes commerciales en fait qui s'occupaient de relancer et de fidéliser les clients. Ouais. Au-delà Ah, d'un ouais, ouais. dispositif que tu aurais pu mettre en place. Ouais, ouais, et puis ils n'avaient pas, s'ils n'avaient pas envie de vendre un voyage, et puis ciao, je m'en occupe plus. Ils savaient que leur prime allait être corrélée au niveau de satisfaction du client. Donc il y avait un engagement sur la qualité qui était très élevé. Et on a énormément augmenté, hein. Quand j'ai cédé la société, on avait un R&R je sais plus, peut-être pas au niveau d'Audley, mais au moins 60%. Donc c'était Ouais, assez génial quand énorme. même. Ouais, énorme. Ouais, ouais, on avait beaucoup travaillé cet aspect de la fidélité, qui a été en fait la deuxième phase de développement de Marco Vesco. Ok. Et tu parles du coup de ta session. On va peut-être revenir là-dessus. Tu as vendu à Figaro. Ouais. Alors pourquoi est-ce qu'ils vous ont acheté et pourquoi est-ce que tu as choisi aussi de vendre à ce moment-là? Au groupe Figaro d'Assaut, qui était un actionnaire donc très très différent, parce que j'ai fait un peu d'accompagnement après. Quand on vend, il y a toujours une phase de service après-vente. Et
En fait, je pense que la raison pour laquelle, parce que moi j'aime bien les sujets de croissance, je trouvais que c'était assez excitant, c'est qu'on avait un modèle qui n'était pas internationalisable. En fait, je pense il y a des barrières culturelles qui sont très élevées quand on achète un voyage sur mesure. On va pas l'acheter. Je pense que c'est pareil dans la gestion de patrimoine, gestion de fortune, etc. Il y a un lien très particulier avec le client. L'acquisition se fait d'une manière très spécifique. Et les Anglais, ils vont pas voyager exactement dans les mêmes hôtels, pas exactement dans la même durée, ils vont pas attendre d'être relancés de la même manière. Ces spécificités culturelles font que ça rend le business peu internationalisable. D'ailleurs, il n'y a pas d'acteurs mondiaux du voyage sur mesure, ça n'existe pas. Voyageurs du monde a regardé, ils ont essayé au Canada qui était francophone, mais voilà. Audley qui était anglais a réussi aux US, mais c'est quand même plus simple pour eux parce qu'ils étaient quand même à la base anglophones. Et voilà, c'est beaucoup plus simple quand ta boîte est une tech comme Booking finalement, où à la fin, quel que soit le pays dans lequel on a le même site, on a le même moteur, on a les mêmes hôtels. Mais voilà. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu vendre, c'est que je me suis dit, moi j'ai bien aimé l'aventure de 0 à 75 millions d'euros au moment où j'ai vendu. Mais après, si c'était pour gérer 5 ou 10% de croissance par an, ça m'amusait moins. Oui, d'accord. Je comprends bien. Et qu'est-ce qui a donné envie au groupe de vous acheter? Alors, on avait pas mal de propositions. On avait 3 propositions. On avait Hubert Bazin du groupe Accor qui nous a fait une proposition également, Accor Hotel. On avait Jinjiang des Chinois. Et on avait le Figaro qui appartient à Dassault. Donc, en fait, la holding Dassault qui s'appelle GIMD, Groupe Industriel Marcel Dassault. Et pourquoi? Parce qu'en fait, le Figaro avait une audience qui est très forte, a toujours une audience qui est très forte. Ils avaient à l'époque 20 millions de visiteurs uniques par mois, mais avec des revenus pubs très faibles qui sont toujours dans les mains du duopole à l'époque Google, Facebook. Alors, les choses sont en train de changer, notamment par l'IA, mais néanmoins, voilà, les revenus pubs sont très concentrés dans la main de peu d'acteurs, et cette audience était très élevée, mais peu monétisable. Et donc, ils avaient fait bosser un cabinet de conseil en strat qui leur avait dit, bah, le bon moyen, c'est de monétiser cette audience quelque part, c'est de racheter des cibles qui sont dans la même qui s'adressent à la même typologie de clients, donc plutôt haut de gamme, art de vivre, etc., et de renvoyer vers eux cette visibilité, ce trafic, et de leur donner de la visibilité en plus, en disant, bah, Marco Basco, nous, les dernières années, malgré tout, on dépensait, je sais pas, 4 ou 5 millions par an en AdWords. C'est de se dire, bah, on peut faire l'économie d'une partie de ce budget en amenant du trafic du Figaro vers Marco Basco. C'était un peu l'idée. Et ça a fonctionné? Enfin, je sais, Moyennement. moyennement. Moyennement, parce qu'en fait, comme souvent, hein, d'un point de vue raisonnement, ça tient. Hein. Les consultants, ils avaient bien fait leur boulot, il n'y a pas de problème. Mais Hein. l'exécution, c'est pas le même métier. Mais la réalité, c'est qu'en fait, quand vous êtes sur le site du Figaro, bah, c'est que vous avez envie de vous tenir informé de l'actualité, de la politique, de l'économie, de plein de choses. Et quand on clique, et si tu cliques à ce moment-là sur la bannière Marco Vasco, bah, c'est que tu t'es laissé distraire et tu es content de t'évader pendant 2 minutes avec des belles images et de rêver à un futur voyage. Mais il n'y a pas de demande. Il n'y a pas de demande proactive de ta part. Ouais, t'as pas Et c'est d'intention toute la d'achat, en magie. fait. Ouais, non, il n'y a aucune intention d'achat. Et de toute façon, c'est la magie de Google. C'est qu'en fait, quand tu tapes le mot-clé dans Google voyage au Japon, a priori, c'est que tu as envie de voyager au Japon. Quoi. On n'a pas été te distraire. Euh, c'est une démarche proactive de ta part qui montre une intention réelle d'achat. Et c'est toute la puissance de ce moteur, pour le coup. Ouais, t'es à la fois la bonne cible, mais aussi le bon moment. Le bon moment. Donc est-ce que ça marchait pas autant qu'il le voulait malgré tout, il y a eu une exposition très forte de Marco Vasco sur le Figaro, dans le Figaro Magazine, Figaro Papier, etc. Ils ont connu les pauvres, pour le coup, ils ont connu le Covid au moment de l'achat, donc ça, c'était pas prévu, mais ça a été compliqué. En plus, on faisait que du voyage long courrier. Ouais, toi, t'as Donc, vendu juste avant, en fait. C'était ouais, le timing ouais, impeccable. ouais, À croire que tu l'avais vu venir. et, Tes contacts en Chine, t'avais j'aimerais informé. avoir ce coup de génie, mais c'était 2 ans avant, c'était un peu dur à anticiper. Mais ouais, non, il n'y avait pas de ça. Et voilà. Et après, j'ai accompagné au conseil de surveillance avec des gens donc, de la holding de Dassault, là, de GIMD. Un DG que j'avais recruté qui était top, mais j'étais moins opérationnel. Voilà. Et justement, donc, tu vends ce projet sur lequel tu t'es donné corps et âme pendant quasiment 10 ans, même plus que 10 ans d'ailleurs. Et comment est-ce que enfin, tu sentais que c'était le bon moment pour toi pour partir, mais est-ce que tu avais déjà un projet sur l'après? Comment est-ce que Non, j'avais pas de projet, mais j'avais vendu en 2 temps parce que quelques années avant, quand j'avais fait rentrer 2 autres fonds d'investissement, Iris et Gimp, en fait, c'était ce qu'on appelle une opération de secondaire à l'époque.
Donc en fait, c'était pas une augmentation de capital. On avait levé 16 millions d'euros, mais en fait, c'était 100% du secondaire, en fait. C'était donc des, des- des cessions de parts de ma part et puis d'Alven Capital, qui était un de mes actionnaires. Et donc déjà, j'avais pris un... Enfin voilà, et puis quand on a des fonds, on sait voilà, qu'on n'est plus dans une boîte familiale et que de toute façon, un jour, elle sera cédée. C'est un peu le sens de l'histoire, hein. Et donc ça, je m'étais préparé. Et puis, j'avais eu l'impression d'avoir fait déjà un bon bout de chemin, d'avoir mené la boîte à un niveau qui était élevé. L'internationalisable, enfin, si ça avait été internationalisable, j'aurais continué. Dès lors que ça l'était pas, je trouvais que c'était le bon moment. J'ai eu aucun... il y en a plein qui ont l'impression de perdre leur bébé, leur enfant et tout. Moi, j'ai eu aucune difficulté avec ça, pour le coup. Ok, ok, intéressant. Ça s'était fait progressivement. Puis j'avais recruté un super DG. J'avais pris un peu de recul opérationnellement quelques mois avant. Je l'avais mis en tête de gondole pour la vente pour montrer à l'acquéreur que j'étais pas indispensable. Donc pour le coup, ouais, c'était assez smoothie. Ouais, trop bien. Franchement, c'est pas toujours le cas, donc c'est une chance. Et justement, en fait, j'aurais été intéressée. Je sais que t'as procédé à la session, t'as fait un cash out. Est-ce que tu t'es tout de suite occupé de savoir ce que tu allais faire de cet argent? Est-ce que tu as d'abord pris le temps de te reposer? Est-ce que tu savais pas trop, tu as fait au fil de l'eau? Enfin, ça a été quoi ta première décision, peut-être d'un point de vue patrimonial, suite à cette session? En tout cas, sur cette dernière partie, hein, parce que moi, j'avais vendu un bout donc à des fonds précédemment. Sur cette dernière partie, évidemment, il y a eu de l'investissement. Il y a une partie que j'avais mis en apport cession. Donc, pour le coup, dès lors qu'on fait un peu d'apport cession, il y a du réemploi. Donc, ça met une pression, entre guillemets, de réinvestissement, parce qu'il fallait réinvestir. À l'époque, c'était 50% dans les 2 ans. Je crois qu'aujourd'hui, c'est 60% dans des activités économiques. Donc, on peut pas investir où on veut. On peut pas investir dans de l'immobilier ou même dans les fonds. À l'époque, il n'y en avait quasiment aucun qui était éligible au 150 au BTR, hein, ce dispositif de réemploi. Et donc, j'ai passé un petit peu de temps sur la partie hôtelière, notamment. Moi, j'aimais bien le tourisme quand même, hein. Nous, on a rempli des hôtels pendant 12 ans. Donc, j'ai même regardé un moment pour acheter directement mes propres hôtels dans Paris. C'était une réflexion, en tout cas, que je m'étais faite. Après, c'est très capital intensif pour le coup. Donc, j'ai fait pas mal d'investissements néanmoins hôteliers. Tu pouvais racheter des hôtels dans Paris en apport session? Ouais, en fait, on a le droit d'investir dans l'hôtellerie dès lors qu'on détient le fonds de commerce. Des murs d'hôtel, c'est pas éligible, mais dès lors qu'il y a un fonds de commerce, on peut racheter que un fonds de commerce et c'est totalement éligible à la possession, en fait. D'accord, donc quand tu as fait ton apport session, tu as fait peut-être des startups aussi, mais surtout Ouais, des projets avec une dimension immobilière. ouais, avec une dimension hôtelière. Ouais, hôtelière. Mais qui est inclus à l'immobilier, parce qu'en l'occurrence, je n'ai jamais fait d'hôtellerie sans immobilier. Parce qu'on peut faire que des fonds de commerce, ne faire que l'immobilier, que les murs ne sont pas éligibles. Et moi, j'ai fait. Et par contre, faire mur et fonds, c'est éligible. Donc, indirectement, on peut faire de l'immobilier avec de la possession si c'est rattaché à un fonds de commerce. Mais c'est pareil avec, j'imagine, du co-living, du coworking. Dès lors qu'il y a une activité, en fait, de fonds de commerce, ça devient éligible. Et ton retour d'expérience là-dessus, entre ce que tu as pu faire de plus classique en entreprise, enfin d'investir dans une entreprise versus ces activités para-immobilières, qu'est-ce qui t'a semblé le plus pertinent? Qu'est-ce qui a mieux marché pour toi Alors, ce qui a le mieux marché, c'est incomparablement, enfin, c'est totalement incomparable. Investir dans les startups, il n'y a rien de plus dur, objectivement. Enfin, c'est le casino, hein. On rencontre les entrepreneurs. En fait, ça se passe toujours de la même manière. Maintenant, je regarde un peu différemment, mais au début, on se laisse facilement griser. Il fait son numéro, il a su. Aujourd'hui, tout le monde sait bien pitcher un projet. Donc, un numéro de claquette habituel, on le trouve sympa. Le projet est sexy, et on met un ticket. Et en fait, on sélectionne pas, on regarde pas, on discute pas avec ses futurs clients. On est très peu vigilant finalement quand on investit dans les startups, hein. Ouais, tu fais l'intuition en fait. Ouais, il y a pas beaucoup de business angels qui osent l'avouer, mais donc je pense qu'on est globalement des mauvais investisseurs. Et après, on a un peu de cul, il y a deux, trois lignes qui sauvent l'ensemble, mais si on regarde le résultat, le TRI, je pense qu'il n'est pas très élevé chez pas grand monde, en fait, en réalité. Et je pense qu'en fait, il y a pas un business angel qui a l'honnêteté intellectuelle de mettre ses chiffres véritablement dans un Excel et de calculer un vrai TRI dans ses investissements dans les startups. Ok, tu l'as fait toi? Ouais, je l'ai fait, ouais, ouais. Ah ouais. C'est pour ça que je me permets d'en parler comme ça, quoi. Et donc, si tu me demandes, est-ce que c'est aussi rentable que d'investir dans des fonds de PI chez Radian ou plein d'autres fonds dans lesquels je suis ou dans l'hôtellerie? Non, ça l'est beaucoup moins. Après,
C'est sympa, on soutient l'entrepreneuriat, mais voilà, mais faut quasiment considérer, mais ça j'ai mis 10 ans à le savoir, que c'est de la philanthropie, quoi, à peu de choses près. Ouais, d'accord. La philanthropie, sur certaines personnes qui ont la chance de croiser ton chemin, quoi. C'est parce que... Voilà, Ouais, le VC en France, c'est la philanthropie. Mais non, mais je dis ça en plaisantant, mais on n'en est pas loin, hein, parce qu'en fait, les performances sont très faibles. Et alors après, par contre, ma grande surprise, parce qu'après, j'ai investi dans 4 classes d'actifs pour répondre à ta question. Donc, j'ai une classe de start-up en direct, une classe de fonds d'investissement, une classe d'hôtellerie et une classe tout seul comme un grand sur les marchés, principalement américains, le S&P 500 et le Nasdaq. Ma grande surprise, c'est que les VC, en tout cas dans la classe fonds d'investissement, il y a une partie capital risque, une partie LBO, une partie grosse. Grosse LBO, globalement, ça fonctionne très bien. Par contre, les VC françaises, c'est à peu près les mêmes perfs que ce que je fais en BA. en business angel, en direct dans les boîtes, quoi. C'est-à-dire que c'est le même aléa, ils ont un niveau de casse qui est pas loin d'être le même. C'est incroyable, Ils ça. ont deux, trois boîtes qui les sortent du lot. Non, ils font globalement, je pense, un peu mieux, mais je suis pas, mais c'est, je veux dire, c'est pas, la différence c'est pas très élevée, hein. Ouais, c'est pas significatif, ce qui veut dire que s'il y a plus de frais, finalement, tu t'y retrouves même plus, en fait. Ouais, si, tu t'y retrouves parce que là, je pense que la perf est globalement un peu meilleure et que sur 1000 dossiers étudiés, ils vont investir à la fin dans 3-4 boîtes, quand nous, finalement, au début, on investit un peu sur ceux qui viennent à nous. J'exagère, mais voilà, ce qui est plus du tout mon cas aujourd'hui. Mais au début, on n'est pas très regardant. Mais en fait, parce que en fait, il y a tellement d'aléas dans une aventure entrepreneuriale que c'est très compliqué ouais, de trouver les meilleures boîtes. Et aujourd'hui, tu continues à faire du direct et des fonds ou du coup, tu as Je fais complètement quasiment arrêté plus de direct. Là, j'ai remis dans une société dont j'étais déjà actionnaire qui s'appelle Pélide, parce que je connais le fondateur, Charles de Gatti. Je trouve que c'est un entrepreneur hors pair, hyper bon, qui a une volonté de dingue et qui est en train voilà, de construire une super aventure avec sa boîte. Donc, à la limite, je vais suivre des acteurs chez qui je suis déjà en place, mais je regarde quasiment plus jamais aucune ligne. Sauf si c'est un bon copain, et à ce moment-là, c'est autre chose. Mais Et systématiquement, quand tu investissais, quand tu investis dans des boîtes en direct, tu étais présent au board, t'aidais non, aussi. pas forcément. Non, non. D'ailleurs, c'est très frustrant. Il y a plein de boîtes, on investit, on voit l'entrepreneur au moment d'investir, et après, on n'a plus de nouvelles, et puis c'est rendez-vous dans 10 ans, quoi. Ouais, d'accord. En fait, ça prend toujours déjà tellement plus de temps qu'on l'imagine. Attention, monter une boîte, c'est dur, objectivement. C'est à la fois le plus beau job du monde, mais un des plus complexes, et il y a tellement d'aléas, de choses qui peuvent rentrer en compte que voilà, ça prend du temps de développer une belle boîte, hein. C'est là où je me rends compte, Marco Vasco, que c'était exceptionnel. Mais en fait, c'était exceptionnel parce qu'on se dit, c'est incroyable, la quatrième année, 40 millions de chiffres, 4 millions d'EBITDA. Ouais, mais en fait, il y a eu les 3 ans d'avant, de tâtonnement, de pivot. Et en fait, c'est rare de trouver la recette magique dès le début, hein. Ouais, ouais, bien sûr. Et en fait, quand on comprend tout ça, ben, on se rend, ouais, en fait, voilà, il faut être très patient et puis il faut le faire pour soutenir des entrepreneurs, mais il faut pas le faire pour aller chercher du TRI et la performance. Ouais, d'accord. Est-ce que En tout cas, tu... moi, je sais pas le faire, hein. Il y a peut-être des business angels qui arrivent, mais je suis assez dubitatif sur le sujet. Est-ce qu'il y a quand même quelques learnings ou quelques techniques que tu as mises en place fort de tes 10 années d'expérience à, Ouais, mais à comparer les dossiers, des trucs que tu dis, bon, quand même ça, avant je le faisais, maintenant je le fais plus, et les je me learnings, porte en mieux. fait, tu vois, il y en a, j'en ai plusieurs. J'en ai un, c'est que globalement, je me rends compte que les boîtes B2C ont énormément de difficultés à gagner leur vie. Tu vois, tous ceux qui essaient de monter des business B2C online sur la vente de trains, vente de billets de bus, de tout ça. J'en ai vu 40 000 des gars ou des guides en ligne et tout. Et il n'y a pas de modèle derrière. Les paniers moyens sont trop faibles. Les marges sont trop faibles. Alors, nous, Marco Vasco, on a réussi. Pourtant, on était B2C, mais on avait un panier moyen à 15 000 euros et on avait 33% de marge brute. Donc, dès que tu gagnes 4-5 000 euros par dossier, ça tient la route. Mais c'est incomparable avec la majorité des boîtes B2C pure digitales. Nous, on avait ce modèle un peu particulier, comme je te disais, repos, research online, purchase offline, et on crée de la valeur finalement offline. Le- En fait, le online n'était qu'un canal d'acquisition. Donc, globalement, le B2C, c'est compliqué. Pour autant, j'étais rentré chez Foodcherry, qui était un super investissement, et Patrick, le CEO, a fait un coup de magie en vendant à Sodexo une fortune 2 ans après. Mais voilà, il y a un peu Lui a été très fort, il a vendu au très bon moment, mais globalement, je me rends compte que le B2C est beaucoup plus dur que le B2B. Parce qu'il y a moins de stickiness, et puis parce que la majorité des gens qui montent des boîtes en B2C
veulent les monter, veulent en faire des boîtes digitales et qu'en fait, tout ça, ça ne fait qu'enrichir nos petits copains de Sao Paulo et voilà, donc Google et Facebook, hein. Plus je voyais de levées de fonds élevées en 2022 dans toutes les licornes, toutes les marketplaces qui levaient des dizaines ou des centaines de millions d'euros en B2C, plus j'avais envie de racheter des actions Google parce que je savais que 50% de leur marge brute allait être Ouais, sacrifier un investie peu sur de derrière. l'acquisition online, en fait, quelque part. Donc voilà, c'est toujours pareil, hein, c'est le vendeur de pelle dans la recherche d'or. Et, pendant 20 ans, le vendeur de pelle, ça a été Google. Je pense que le vendeur de pelle de demain, ce sera des Nvidia ou des ChatGPT ou des acteurs comme ça. C'est super intéressant. En revanche, quand tu choisis d'investir dans des fonds, notamment les fonds que tu citais là, plutôt des fonds de growth, de LBO, qui sont, tu le disais, peut-être des stratégies qui sont plus fiables. Je sais pas si Ouais, ouais, ouais. comment est-ce que tu sélectionnes, toi, les fonds qui t'intéressent Ouais, alors là-dessus, je suis aidé par Investa qui m'a clairement aidé à investir dans les très bons fonds qui, eux, font ce travail notamment de sélection et de due diligence. Voilà, et puis ils vont rassembler d'autres investisseurs. Et là, ils donnent accès à des fonds de très très bonne qualité, quoi. Et puis après, il y en a d'autres que j'ai rencontrés tout seul. J'avais rencontré les gens de Momentum, qui est un fonds absolument incroyable. Pour le coup, au contraire, Investa n'était pas pour parce que c'était ce qu'on appelle un fonds de première génération. Et donc, c'est toujours délicat pour un conseiller D'accord. de pousser un client à investir dans un fonds de première génération qui n'a pas de track record. Et il s'avère que c'est un fonds qui est monté par des entrepreneurs extrêmement talentueux et que donc c'est un fonds exceptionnel avec une stratégie qui est vraiment intéressante parce qu'en plus sur un marché où ils ont moins de compétition et donc ils délivrent et puis ils créent énormément de valeur dans les boîtes dans lesquelles ils investissent. Et quand tu regardes l'ensemble des fonds dans lesquels tu investis, est-ce que tu as l'impression que tu as une thèse d'investissement ou une sensibilité particulière à tel ou tel secteur, tel ou tel type de fonds Bah, secteur, je sais pas. En tout cas, d'un point de vue performance, en fait, on se rend compte que c'est les fonds de growth et de LBO qui offrent les meilleures performances. On va dire, quand je parle de perf, hein, je vais parler de DPI, donc la rapidité à laquelle ils rendent le cash investi d'une part, et de multiples à la fin global. Ouais, c'est plutôt les fonds de growth et de LBO qui sont les plus performants. Les VC peuvent offrir des bons multiples, mais le problème, c'est qu'ils mettent 25 ans ou ils peuvent mettre une durée très très longue à boire de l'argent. Donc, je prends toujours beaucoup de recul à regarder le multiple annoncé par le VC. Et voilà. Il y en a un, je suis rentré chez lui, je ne le citerai pas, en 2015. C'est super, il me dit Canon, on va passer de 2,5, notre multiple va passer de x2,5 à x3. Ok, mais il m'a rendu 0,6 10 ans après, c'est pas beaucoup, hein. Donc, Ouais, c'est pas beaucoup pour 10 ans, ouais, donc effectivement. voilà, donc et puis d'autres c'est plus compliqué, et puis voilà, puis il y en a certains qui sont très B2C, certains ont pris des spécialités que pour aller vers des digital native brands, c'est un secteur qui est très compliqué, mais c'est intéressant parce qu'en fait on se forme également un peu à l'investissement, on n'a pas le choix. Moi c'est devenu un peu une partie de mon boulot, et donc maintenant j'ai une meilleure compréhension un peu de ces enjeux-là. Ouais. Et tu disais, et tu mentionnais tout à l'heure aussi le fait que enfin, tu t'occupais de gérer aussi des actions. Là-dessus, tu as une stratégie particulière? Est-ce que tu fais plutôt la gestion active, la gestion passive? En fait, ça a été comme chez Marco Vasco, euh, les années où la société a créé le plus de valeur, c'est celles où je travaillais le moins dedans. Et objectivement, parce que j'avais recruté une super équipe et que j'étais moins opérationnel et qu'ils faisaient très bien le travail avec moi. En fait, dans l'investissement, c'est pareil, quoi. Les années où je m'en suis le plus occupé, je pense que c'était il y a quelques années, et c'est là où j'ai eu les pires perfs. Et aujourd'hui, où finalement, je me repose avec une gestion passive et en choisissant, par contre, des ETF sur la base de convictions très fortes, bon, en fait, j'ai une performance qui est bien meilleure. Et voilà. Donc aujourd'hui, non, non, aujourd'hui, j'ai des convictions. J'ai une conviction, c'est que oui, le marché américain globalement est un marché qui superforme depuis. Si on regarde le SP, je crois que c'est 1870. Donc ouais, c'est quasiment 150 ans où le Dow Jones et voilà et qui offre plus de 10% par an et quelles que soient les crises, etc. Et donc ça, j'ai investi beaucoup dedans. Et le Nasdaq, parce que je pense qu'ils ont
une capacité à innover et à déployer les innovations au niveau mondial qu'ont pas beaucoup de pays. Donc c'est assez triste, mais finalement, je suis pas sur le marché action, je suis quasiment pas investi sur le marché européen, quoi. D'accord. Et ces convictions-là, tu les as forgées en te formant, je sais pas, est-ce que tu lis Ouais, ouais, mais je des lis, moi sou- j'adore lire, donc je lis le Financial Times tous les jours et les Échos. J'ai lu plein de bouquins là-dessus. J'ai lu plein de bouquins sur l'investissement également, hein, l'investisseur intelligent de Benjamin Graham, qui est le livre de chevet de tout investisseur averti et plein d'autres. Et voilà, et je me suis forgé donc ces convictions par moi-même pour le coup. Et, euh, et ouais, ouais, c'est compliqué, mais après, c'est la taille du marché qui veut ça. C'est une culture de conquête qu'on n'a pas forcément en Europe. Et pourtant, il y a des entrepreneurs hyper conquérants, mais on l'a pas au niveau politique. Je pense que la France souffre de maux de l'intérieur qui, malheureusement, font que c'est compliqué de remonter des grands leaders. J'espère qu'il y en aura, comme il y a eu à l'époque ADS, et j'espère que Mistral sera un des grands leaders. Je trouve ça absolument génial. J'étais hyper triste l'été dernier quand, d'ailleurs, je comprenais pas les journalistes qui disaient, oh là là, c'est un aveu de faiblesse de la part d'Apple qui veut acheter Mistral. Mais on s'en fout de l'aveu de faiblesse d'Apple. Mistral, c'est une boîte fabuleuse. C'est probablement demain un des acteurs leaders en Europe. Évidemment il faut que ça reste une boîte française, européenne. Et je trouve ça génial que ce soit une boîte européenne, et en tout cas qui ait décidé d'investir dedans, parce que ces rapports de force, ils existent toujours. Et en fait, on a des startups incroyables en Europe, mais elles sont toujours vendues trop tôt aux Américains qui en font des leaders mondiaux. L'intelligence artificielle de Google, c'est né en Angleterre par une boîte. Le deep learning est né en Angleterre. Et c'est des Anglais qui ont vendu une boîte à l'époque 400 millions de pounds. C'était beaucoup d'argent, mais quand on voit la valorisation de 2 trilliards de Google aujourd'hui, qui repose en partie sur l'IA, c'était dommage et un non-sens quelque part. Donc à ton sens, on innove finalement bien et voire mieux en Europe, mais on vend moins bien nos innovations Ouais, on vend trop tôt. que les Non mais, Américains. alors on a une grosse difficulté par rapport aux Américains, c'est on a énormément de pays et donc de barrières culturelles, linguistiques, légales, juridiques, etc. pour avoir l'équivalent du PIB américain. Donc c'est beaucoup plus difficile d'être un acteur global européen que d'être très bon aux US et après aller dans le reste du monde. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, ouais, bien sûr, on vend toujours beaucoup trop tôt. Mais parce qu'on n'est pas soutenu par des fonds, non pas parce que les entrepreneurs veulent vendre, hein. Évidemment qu'on est content de réaliser un cash out, etc. Mais aussi parce qu'on n'avait pas de fonds en Europe qui étaient capables de suivre et d'accompagner ces entrepreneurs pour en faire des leaders mondiaux. Et alors que les Américains, eux, ont cette capacité, ils sont prêts à perdre de l'argent. Je crois que, je sais plus le niveau de perte cumulé, je crois que Uber a perdu 30 milliards avant d'être rentable. Et aujourd'hui, ça y est, ça fait des milliards de résultats. Mais voilà, c'est une culture d'accélération, de prise de risque, d'investissement qu'on n'avait pas en Europe. Et après, en Europe, on a une chance fabuleuse, c'est on a des ingénieurs extrêmement talentueux. Et on a un avantage fondamental par rapport aux Américains parce que pour le coup, c'est qu'on a un coût de la manœuvre qui est beaucoup plus faible. C'est-à-dire que d'avoir une vraie équipe R&D d'ingénieurs hyper pointus en Europe, c'est un tiers du prix des US et on se rend pas compte. Donc c'est génial d'avoir des boîtes très très fortes d'un point de vue innovation avec une R&D en Europe et derrière de pouvoir aller vendre cette techno au reste du monde. Surtout que ça va pas aller en s'arrangeant avec la taxe que Donald Trump veut mettre en place des 100 000, du visa à 100 000 euros. Ouais, 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 c'est assez surprenant. Ouais, ouais, j'ai vu ça. Ouais, ouais, Bon, a priori, c'était pas du jour au lendemain, parce qu'il y a eu un gros niveau d'inquiétude ce week-end là. Mais c'est pour les nouvelles recrues. Mais ouais, ça va. Ça va dans le même sens en fait. C'est intéressant, hein, on verra ce que ça donne comme possibilité. Peut-être que ça peut être aussi un élément déclencheur pour arriver à innover toujours davantage. C'est bien. Euh, Tu disais que tu passais beaucoup de temps à investir, mais tu fais pas que ça. Après avoir vendu Marco Vasco, tu as aussi décidé de redevenir CEO et cofondateur avec 99 Digital, si ma mémoire est bonne. Puis Colmy Newton, est-ce que tu peux nous raconter ce que tu fais avec ces deux sociétés? Ouais, ouais. Bah, 99 Digital, c'était né d'un savoir-faire qu'on avait en marketing digital chez Marco Vasco, pour le coup, sur le SEO. Donc, c'était une agence de SEO
voilà, qui vendait des prestations de référencement naturel. Tu l'as relancé dès 2018, ça, ou t'as attendu un petit peu avant de relancer? Quasiment, ouais, ouais, mais j'étais pas très opérationnel, mais j'avais deux anciens de Marco Vasco qui eux l'étaient et qui travaillaient vraiment dedans. Moi, j'ai plus financé et puis je les aidais, mais c'était un peu quelques jours comme ça, mais c'était moi, j'étais beaucoup moins opérationnel pour le coup. Mais néanmoins, ça marchait pas mal. Ça faisait quelques millions d'euros de chiffre d'affaires avec des clients assez fidèles. C'est un modèle économique en fait qui est assez chouette hein, parce que on accompagne des clients pendant quelques années, donc il y a une lifetime value qui est assez élevée, sans avoir les coûts SaaS, les coûts de développement en tout cas de ceux qui ont un système d'abonnement comme ça, qui normalement sont plutôt des sociétés logicielles. Donc d'un point de vue modèle économique, c'est intéressant. D'ailleurs, il y a eu des sessions de boîtes qui faisaient du SEO récemment entre Primelis et Eskimos à des prix Oui, assez élevés pour le Eskimos qui coup. sous LBO, ouais. Ouais. Donc voilà. Et après, Call Me Newton, parce que grande vague de l'IA, et donc qui est une aventure intéressante, beaucoup plus compliquée que ce que j'imaginais, mais enfin comme toutes les aventures entrepreneuriales, hein, on part d'une idée et puis on la fait évoluer. Parce que l'IA, c'est quand même un champ qui est ultra vaste. Comment est-ce que vous l'avez appréhendé avec Colby Newton, l'IA? Call Me Newton, en fait, il y avait on s'est dit, il y a clairement une opportunité entrepreneuriale sur l'IA, on parle que de l'IA, etc. Et quels sont les secteurs où on peut essayer de créer de la valeur. Moi, j'aimais bien le sujet de la relation client, pour le coup, parce que sur 300 personnes chez Marco Vasco, on en avait quasiment 200 à la relation client. Et je voyais une évolution voilà, des grands marchés, des grands acteurs. Je voyais également des boîtes qui valaient des fortunes ou qui étaient sanctionnées par les marchés financiers du jour au lendemain, hein. On le voit en France, il y a une boîte qui s'appelait Téléperformance, qui était quand même dans le CAC 40, qu'on est sorti il y a une semaine, qui est une boîte qui valait 26 milliards il y a 2 ans et qu'en vaut 3,5 ou 4 aujourd'hui. C'est assez dingue, quoi. Il y a un moment, ils vont valoir moins que leur cash, quoi. C'est un non-sens, mais je pense que les marchés et beaucoup d'acteurs ont tué un peu trop tôt tous ces acteurs de la relation client qui en fait sont beaucoup plus résilients qu'il n'y paraît. Je pense qu'en plus les patrons de la relation client euh, en fait leur objectif numéro un c'est plus d'augmenter la qualité du service que de remplacer leurs opérateurs par des agents IA. Et voilà, donc nous on s'est mis un peu sur ce créneau qui est vraiment en train de bouger, mais qui est hyper concurrentiel, qui est, euh, qui est assez compliqué parce qu'en fait, les agents de la relation client, c'est quelque chose qui marche super bien. Quand on fait une démo, j'étais à New York l'année dernière pour le marathon de New York à 23 heures, j'ai appelé le réceptionniste de l'hôtel. En fait, j'étais incapable de savoir si je parlais au réceptionniste ou à un agent IA. Et donc, il a fallu le lendemain que je demande et j'ai appris qu'en fait, j'avais parlé à un agent. Je savais pas, mais en fait, eux, ils en ont mis en place partout. Et aujourd'hui, notamment en langue anglaise, hein, il y a des niveaux de qualité qui sont assez dingues. Et voilà, donc c'est quelque chose qui est en train de bouger. Après, ce qui est compliqué, c'est que on n'est pas propriétaire de la tech, que derrière, finalement, on va utiliser OpenAI ou Anthropic ou un autre LLM qui n'est pas le sien. On n'est pas propriétaire des voix, donc tout le monde monte des agents, mais on utilise tous les mêmes voix, qui est celle du leader mondial qui s'appelle Eleven Labs. On n'est pas propriétaire de l'outil qui fait l'assemblage. C'est des outils donc ce qu'on appelle l'automation, hein, qui permettent à plusieurs briques tech de travailler les unes avec les autres. Et en fait, j'ai un peu l'impression que c'est pour faire le parallèle avec toujours les chercheurs d'or et les vendeurs de pelles, qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui montent plein d'agents IA, mais que finalement, ceux qui gagneront leur vie dedans, ce seront les vendeurs de pelles, ce seront les Nvidia, les OpenAI, etc., quoi. Et que c'est très compliqué d'arriver à créer quelque chose qui devienne pas une commodité, surtout. Parce que les agents IA, en fait, on a été à un salon de la relation client il y a quelques mois et je pensais qu'on était 5 à proposer la même chose et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait 70 acteurs qui proposaient exactement le même service avec le même verbatim, etc. Donc voilà, donc on est en train de faire évoluer le modèle comme toujours. C'est très intéressant, hein. C'est pour ça qu'on est entrepreneur. C'est voilà, c'est un chemin où on doit évoluer et apprendre au quotidien. Ok, et tu dis pas encore vers quoi vous évoluez, du coup? Alors ouais, je remonte autre chose à côté dans l'investissement pour le coup, qui est un sujet que j'aime bien et voilà et que je connais assez bien et que je trouve assez passionnant. Et puis je trouve que l'investissement, notamment l'investissement dans les entreprises et dans le non-côté est assez passionnant parce que c'est ce qui soutient l'économie, c'est ce qui crée l'emploi et parce que surtout il y a de moins en moins de boîtes
de boîte cotée, en fait, quelque part. Donc voilà, donc on monte quelque chose dans ce domaine. Ah, tu reviendras en parler. En plus, on a un deuxième format qui s'appelle Focus Fonds, dans lequel on interviewe plus des professionnels de l'investissement. Donc, tu vois, on pourra faire la suite Avec pour que tu plaisir. nous en parles. Avec plaisir. Avec plaisir. Top. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous as déjà raconté. J'ai une question que je pose à mes invités en fin d'enregistrement. C'est tout simplement si tu devais prodiguer un seul conseil à nos auditeurs, peut-être des auditeurs qui rêveraient d'entreprendre ou d'investir, ça serait lequel? Alors, ça n'a pas été la même chose, entreprendre ou investir, Alors, je on va faire m'intéresse autre pas. chose. Parce que je suis d'accord. En posant la question, je me suis dit, mais j'ai mal formulé. Nous, on a beaucoup d'auditeurs qui sont ou ont été entrepreneurs et Ouais. qui deviennent investisseurs. Ah, d'accord. Donc, Ok. à un Ouais, ouais. entrepreneur qui Ouais, ouais. investirait, tu donnerais quoi comme conseil? Ouais, ouais. Ok, c'est pas du tout le même. Parce qu'un entrepreneur qui veut démarrer, je lui dirais de foncer, le faire le plus tôt possible quand il a rien à perdre et sans se Avant d'avoir poser. des enfants, avant d'avoir une femme, avant Ah d'avoir ouais, sans se poser de des questions. crédits. Idéalement, même au milieu de ses études, il fait plein de boulot à côté, plein de trucs et voilà. Et un entrepreneur qui décide d'être investisseur, ouais, enfin, en tout cas, c'est qu'il ait conscience que d'investir notamment dans la partie start-up qui est toujours assez grisant et comme nous-mêmes, on a été des start-upers, on a envie de soutenir cette activité. Et c'est génial de le faire pour le soutenir, de le faire pour les entrepreneurs, mais en tout cas, de ne pas en attendre un retour très rapide. Ça, c'est certain. Et puis de se former, en fait, de passer du temps à lire, à comprendre qu'est-ce que c'est que les indices, qu'est-ce que c'est que les fonds de private equity, de VC, de regarder les études de France Investissement, de comparer les performances, enfin d'y passer du temps, c'est intéressant. En fait, on peut devenir dans une deuxième vie entrepreneur, investisseur quelque part. Je pense que Ouais, mais t'as deux ouais, écoles. c'est Enfin, faisable. on en Mais voit je trouve qu'il y a aussi beaucoup beaucoup. d'entrepreneurs T'as vraiment ceux qui, effectivement, qui se comme mettent je pense que vraiment tu à l'as vécu aussi, s'intéresser qui plongent dans le sujet sérieusement et du coup développent à leur l'investissement pour le curiosité. Et coup d'autres qui, au contraire, finalement, ont et qui vraiment le pas font. envie C'est de vrai, s'y ouais, non, mettre. c'est vrai aussi. J'ai des copains Et qui eux, ça les intéresse pas eux, du tout, du tout, du tout. pas Ouais, du tout. ouais. Et ils préfèrent vraiment monter des boîtes, monter des projets, que de consacrer du temps à faire fructifier Ah ce ouais, qu'ils leur ont déjà. capital, ouais. Ah ouais. Voilà. Écoute, moi, je vais faire un mélange des deux parce que finalement, la prochaine boîte, je vais remonter une boîte dans l'investissement, mais néanmoins, ce sera une aventure entrepreneuriale. Parfait. Le cumul parfait de l'entrepreneur investisseur. Voilà, exactement. Merci beaucoup, Geoffroy, pour cette interview. Et puis à bientôt, du coup, sur le nouveau format, dès que tu auras une nouvelle chose à nous raconter. Ok, avec grand plaisir. Merci, Aurore, à bientôt. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre Just Focus et je vous en remercie. Une dernière chose avant de partir, si jamais cet épisode vous a plu, pensez à mettre un like. Vous pouvez aussi faire vos retours en commentaire, je serai ravie de les lire. Et enfin, pensez à le partager autour de vous et à vous abonner pour ne pas louper les prochains épisodes. À très vite.